Bonjour, je me présente Bernard Tirard, citoyen un peu idéaliste. J'aime à rêver un monde meilleur. Mon voisin vulnérable a été spolié par des promoteurs et des notaires d'une partie de sa maison. Ne pouvant rester indifférent, victime collatérale également, j'ai pu et dû visiter les arcanes de la justice en France. Le pot de fer contre le pot de rêve. Depuis plus de 15 ans, je n'ai cessé de recevoir des doléances de personnes spoliées, en détresse, des situations comparables à celles de mon voisin. Cela peut vous arriver aussi. J'ai mesuré combien les droits de l'homme étaient respectés dans le pays des droits de l'homme. Les médias d'information, bien qu'informés, ont choisi de participer à l'omerta. Je vous propose donc de m'accompagner pour partager avec vous un état des lieux de la justice et des institutions en charge de la paix sociale. Magistrat. Dans un état de droit, la mission des magistrats est de dire le droit selon les lois, de protéger les citoyens dans leurs droits. C'est simple, et pourtant. Ils sont indispensables, car ils agissent dans l'intérêt général pour permettre la manifestation de la vérité, l'ordre public, la paix sociale. En France, qu'en est-il ? Codes, lois sont là, écrits. Depuis le 26 août 1789, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Code civil, code pénal, code de l'urbanisme, code du commerce, de l'environnement, électoral, constitutionnel, code. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à l'article 2, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. À l'article 17, la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé. Le Code constitutionnel, au paragraphe de la garantie des droits, dit à l'article 122 « La Constitution garantit à tous les Français l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété, et ce, jusqu'aux conventions internationales. » La non-protection de ces droits a conduit à un état de non-droit. Le corollaire, violence, résistance, armes, ou, comme le soulignera le préambule en 1789, la reconnaissance de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. La méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie. Il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte. Peut-on être plus précis dans les textes ? Pouvait-on mettre plus en garde les gouvernements, les représentants de l'État, de l'ordre, les magistrats, de l'importance de protéger les droits des citoyens ? Non. Oyez, oyez, braves gens, l'histoire réelle des risques que vous encourez en Royaume de France, mais aussi les risques encourus par la paix sociale. Pour expliquer parfois l'invraisemblable, les avis divergent. Pour certains, l'entre-soi, le réseau. Pour d'autres, la franc-maçonnerie. Cela revient souvent. Mais alors, cela signifierait-il que l'entraide entre francs-maçons a relayé le courroux devant l'iniquité aux oubliettes ? Quel lien avec les vrais francs-maçons ? Leurs pères doivent se retourner dans leur tombe. Ou, malheureusement, tout simplement, pour expliquer les invraisemblances, la corruption ? Un accord suffit-il à mettre en danger la République ? Via le notaire, le voleur fait une proposition à la personne qui les poursuit devant les tribunaux et propose, pour défaut en écriture publique par un notaire et usage de faux, fait qualifier de crime par le code pénal avec circonstances aggravantes, la construction d'un bâtiment de 60 mètres carrés, pas un euro à dépenser et l'exonération de charges à vie. Beau cadeau. La corruption est-elle au centre des décisions judiciaires ou la clé d'énigmatiques jugements ? Énigmatique, tant les lois et les codes n'ont parfois plus la moindre place pour certains magistrats. Mais le cadeau n'est guère coûteux pour les délinquants ou criminels, eu égard au montant des peines encourues, tant financières que peines de prison. À l'article 441-4, les faux commis dans une écriture publique ou authentique encourent 225 000 € d'amende, lorsque le faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique. En cas de circonstances aggravantes, en réunion et sur personnes vulnérables, comme ici,
les peines encourues sont beaucoup plus lourdes. D'autres sanctions sont prévues. L'interdiction des droits civiques, l'interdiction d'exercer une fonction publique, l'exclusion des marchés publics, la confiscation de la chose, vous comprenez. Eu égard aux enjeux, vous avez compris que le prix d'un bâtiment, cela n'est rien. Sont concernés le notaire, les promoteurs et le reste de la réunion. Si vous effectuez la multiplication, cela dépasse très largement le million d'euros d'amende et des décennies de prison. Pourquoi l'État renonce-t-il à de telles amendes ? Assurément, certains constatent que, pour l'entre-soi et pour un bon rapport avec l'ordre des notaires par exemple, il est préférable de verbaliser l'automobiliste. Qui a pu céder à cette sirène ? Un bâtiment de 60 mètres carrés exonéré de charges à vie. Magistrats, officiers de gendarmerie, représentants de l'État et de l'ordre, se sont-ils satisfaits de petits arrangements comparables, en échange de l'absence de la défense du droit de propriété ? Au pays des droits de l'homme, ces droits sont réputés inaliénables. Peuvent-ils être violés en toute impunité ? Quelques questions. Que faut-il dans un état de droit pour permettre aux magistrats de protéger le droit de propriété ? Au-delà de la faute lourde, peut-il exister une porosité, voire une complicité entre quelques magistrats et la criminalité en col blanc ? Il était une fois une ferme. Une allée de marronniers pour accéder à la ferme. Un père qui lègue à ses 2 enfants une ferme. Une moitié de ferme pour un enfant, aujourd'hui la famille Favre. L'autre moitié ira à l'autre enfant. Ce dernier vendra sa part en 1988 à la famille Hollenbrenner. L'allée commune, bordée de marronniers et de 5 mètres. Elle arrive et son axe arrive à la moitié du bâtiment. Tout cela paraît clair, évident, pas si évident que cela pour certains. Comme nous le verrons, l'appât du gain peut-il rendre aveugle ? Les lots sont définis de façon précise aussi en 1957 dans l'acte authentique du notaire. Limité avec l'autre partie de chai attribuée au second lot par la ferme, aboutissant au milieu de la partie d'entrée actuelle côté nord du dit chai. La ferme étant ici la pièce de charpente. Pour accéder à la maison, il faut un chemin. Ce passage commun est défini aussi en 1957 dans l'acte authentique du notaire, aux conditions particulières. Il est expressément convenu que l'allée d'entrée de la propriété de 5 mètres de largeur sera commune entre les 2 lots, que la séparation à établir dans le chai sera faite en parpaing de ciment, avant 1958. Aujourd'hui encore, il est possible de voir la séparation des lots à l'intérieur. La ferme, qui aboutit à l'entrée du chai côté nord, avec son linteau en pierre de taille. Et troisièmement, le mur en parpaing de ciment. Aujourd'hui encore, il est possible de voir à l'extérieur l'allée des marronniers. Les arbres côté Favre demeurent. Les arbres côté Hollenbrenner ont été arrachés et remplacés par le bâtiment bleu. Après l'allée des marronniers vue de la rue, voici la vue de l'habitation. Les arbres de l'allée des marronniers, côté Favre, côté est, le seul restant. Il n'est pas sur la propriété de Gilani ou Hollenbrenner, mais Tirard. Ce bâtiment a remplacé les autres arbres. Sera-t-il possible de défendre et de valider que le bâtiment bleu n'est pas construit sur l'allée des marronniers ? Sera-t-il possible de défendre et de valider que l'allée des marronniers ne se situe pas entre les seuls arbres peut-être centenaires ? En 1990 environ, les familles Hollenbrenner et Favre, voisines, partagent le même corps de ferme, mais voudraient avoir chacune un peu d'intimité sur l'avant de la propriété. Elles décident alors de construire un mur mitoyen. Situé par définition à la limite des propriétés réciproques, sur l'axe du passage commun d'origine, entre les marronniers de l'allée de 5 mètres de large, et dans le prolongement du mur de séparation intérieure des bâtiments. Dans un état de droit, un acte authentique précis, avec en plus un plan, cela est suffisant pour un magistrat ordinaire, un tant soit peu consciencieux, de permettre à la famille Favre d'établir son droit de propriété, ses droits annexes et ses servitudes de passage, qui sont dites conventionnelles par le Code civil, puisqu'elles ont été établies légalement par un acte authentique.
tout acte ou document établi postérieurement et prétendrait le contraire, ne pourra être qu'une erreur ou un faux s'il est établi en conscience. Et pourtant, aussi invraisemblable que cela ne paraisse, bien que les preuves aient été servies sur un plateau au magistrat, la famille Favre perdra une partie de sa propriété, de la maison, et perdra en droit tout accès à sa maison. Invraisemblable ? Non, juste une réalité. Pourquoi et comment, me direz-vous ? Cela est impossible. Oui, selon les lois, cela est impossible. Un citoyen qui dispose d'un acte authentique qui établit son droit de propriété est propriétaire. Il reste propriétaire tant qu'il ne cède pas ou ne vend pas son bien. Et c'est bien le cas ici. Mais en France, on peut constater, selon la personnalité du voleur et du volé, selon tel ou tel magistrat, que les jugements peuvent varier, s'éloignent de la loi et même du bon sens le plus élémentaire, comme nous le verrons. Alors, cela peut concerner chacun d'entre nous, me direz-vous. Oui, des milliers de victimes en France. Pourquoi la seule cupidité suffit? Comment? Un réseau de personnes où la corruption suffise à expliquer le comment. Alors, comment des magistrats manœuvreront-ils pour, premièrement, accorder le droit de propriété aux voleurs, puis aux receleurs, deuxièmement, valider la spoliation de servitude de passage pour optimiser l'annexion de propriété? Ce défi, qui semble impossible en France, a été relevé par une équipe de magistrats. Défi d'autant plus difficile à relever que la partie civile opposera aux magistrats, en plus du premier plateau sur lequel était l'acte authentique nécessaire et suffisant pour confirmer que les Favre étaient bien les propriétaires et bénéficiaient de servitude, d'un deuxième plateau de preuves. Les juristes ne diront pas un deuxième plateau, mais diront des preuves surabondantes. Avec ce deuxième plateau, qui comporte les deux plans édités en 1994 et 2001, lesquels confirment l'acte authentique de 1957 et son plan servi sur le premier plateau. Peut-il y avoir un quelconque doute sur l'identité du propriétaire de 287 et sur la servitude de passage, tant sa forme, sa dimension que son emplacement? Ainsi, le plan du géomètre expert Bayou de 1994. En 1994, Philippe Hollenbrenner décide de réaliser un lotissement commercial sur une partie de la propriété de son père. Il fait réaliser un plan de division. C'est le début de maintes divisions pour maintes promotions immobilières. À cette occasion, le passage commun de 5 mètres sera divisé en 2 bandes de 2,50 m chacune, par M. Bayou, géomètre expert. Ce seront les parcelles 286 et 287 qui, étant pointillées puisqu'elles n'appartiennent pas à la famille Hollenbrenner. Sur 286 est écrit « Servitude de passage au profit de la propriété riveraine ». Ainsi, la parcelle voisine de 286, c'est-à-dire 287, n'appartient pas à la famille Hollenbrenner et toute la parcelle 286 est grévée d'une servitude de passage. Ainsi, le Hollenbrenner s'arrête à l'axe du passage commun, situé à 2,50 m plus 16,10 m de l'extrémité de la maison. Peut-on être plus précis ? Parenthèse. M. Favre ne dispose d'aucun acte qui permet d'établir que ce passage commun, donc en indivision, a été attribué respectivement à la famille Favre et Hollenbrenner. Il devrait appartenir aux familles Hollenbrenner et Favre, et donc ni la parcelle 286 ni 287 ne pourraient être vendues sans l'accord de la famille Favre. Nous considérerons pour simplifier que cet acte a eu lieu. Ainsi, la limite de la propriété Hollenbrenner est définie par la moitié du passage commun, qui est grévé d'une servitude de passage sur toute la parcelle 286. Ce plan permet de confirmer que le voleur, dès 1994, avait une parfaite connaissance de sa propriété, réelle, comme le confirmeront par la suite géomètres, experts judiciaires et autres preuves. Toujours à la demande de la famille Hollenbrenner pour division ou vente, les géomètres experts Trocmé-Brunet réalisent un plan de division en 2001.
Il confirme que 287 appartient à la famille Favre. Il confirme que 287 et 286 sont grevés d'une servitude de passage mutuelle. Il confirme la limite réelle de la propriété Hollenbrenner en rouge. Ce plan permet à nouveau de confirmer que le voleur avait une parfaite connaissance de sa propriété réelle, comme le confirmeront par la suite géomètres, experts judiciaires et les autres preuves. Mais rappelons que la cupidité peut ne pas avoir de limite, semble rendre aveugle et n'a pas d'odeur. En 2003, Philippe Hollenbrenner veut vendre ce qu'il hérite de son père. Il se débat pour optimiser les gains. On le voit couper, morceler, hachurer, diviser, calculer. À gauche, faire un lot pour la maison. À droite, 400 le mètre carré. Mais là, quoi faire? La parcelle restante 285, 9,52 m de large au sud. Cette parcelle était bordée à l'ouest par le passage commun et la propriété du voisin Favre, toute en longueur. Compte tenu des règles d'urbanisme qui imposaient des constructions à 4 mètres des limites de propriété, la construction aurait été de 1,50 m de large. Moins l'épaisseur des murs isolés, soit 90 cm de largeur à l'intérieur. L'expert judiciaire conclura pratiquement inconstructible. La première solution, Hollenbrenner & Co commande un autre plan, qui intègre la moitié du passage commun, bien qu'en réalité est une indivision. Mais passons sur ce point. La largeur au sud devient 12 mètres, grâce à l'ajout des 2,50 m, moitié du passage commun. Cet ajout permettra maintenant la construction d'un bâtiment de 3,40 m à l'intérieur. C'est mieux, mais nous voyons déjà que le plan ne correspond plus ni à la situation juridique ni à la réalité du terrain, mais a été fait à la demande des intérêts vendeurs et acheteurs Hollenbrenner-Gilani. Cette première manœuvre avait tout de même satisfait les protagonistes qui signèrent un compromis de vente et permis la construction du premier bâtiment. Ce compromis de vente est une nouvelle preuve, pourrait-on dire, de la parfaite connaissance que Philippe Hollenbrenner avait de sa propriété réelle et que 287 n'appartient pas à sa famille. Cette nouvelle preuve fut servie aux magistrats sur ce troisième plateau. Le 3 juin 2003, donc, un compromis fut signé entre la famille Hollenbrenner, représentée par Philippe Hollenbrenner, et M. Djelani Mohamed, le pharmacien du bourg. La parcelle 286, moitié du passage commun, est vendue dans le compromis. Pas 287. Si 287 avait appartenu à la famille Hollenbrenner, pourquoi ne l'aurait-elle pas vendu? Ce serait ridicule de conserver une bande de 2,50 m de large isolée sur laquelle existent des servitudes de passage. Absolument aucune utilité. Bien sûr, nous avons déjà admis, pour simplifier, la première, disons, annexion de la moitié du passage commun, puisque selon les actes authentiques, je rappelle, ni la parcelle 286 ni 287 n'est attribuée à la seule famille Hollenbrenner, mais sont une indivision, donc ne peuvent être vendues par la famille Hollenbrenner. À ce compromis était joint un plan, riche d'enseignements. Il confirme premièrement la séparation intérieure de la propriété Hollenbrenner, deuxièmement le mur mitoyen extérieur dans la prolongation de la séparation intérieure, troisièmement les arbres de l'allée des Marronniers, côté Hollenbrenner, qui seront arrachés et qui sont une xième confirmation de la position de l'allée des Marronniers, c'est-à-dire de l'emprise de la servitude, diront les juristes. Quatrièmement, la largeur de 2,50 m, moitié du passage commun avec précision. Cinquièmement, et bien sûr, la largeur du terrain au sud de 12 mètres, celle qui posera tant de problèmes aux promoteurs. Sixièmement, les signatures Hollenbrenner-Gilani qui, comme le soulignera l'expert judiciaire, attestent de la parfaite connaissance qu'ils avaient de la propriété réelle Hollenbrenner. Ce plan confirme à nouveau la parfaite connaissance que les signataires avaient de la propriété Hollenbrenner. Sur ce plan cadastral de 2007 est représenté le premier bâtiment construit sur les bases du compromis et d'un permis obtenu en juin 2003. Ce bâtiment a été construit par M. Djelani qui représentera à l'avenir la SCI du Temple. Il respecte la limite de la nouvelle propriété Hollenbrenner, le passage commun. On comprend aisément le problème des promoteurs. Le recul de 4 mètres par rapport aux limites de propriété qu'imposent les règles d'urbanisme. Bien qu'ayant intégré la moitié du passage commun, avec donc 12 mètres de largeur maintenant,
il n'aurait pu construire qu'un bâtiment de 3,40 mètres intérieur sur près de 50 mètres de long. C'est mieux que les 90 cm sans le passage commun, mais... Sur ce plan, les promoteurs continuent à dessiner, calculer, projeter. On note ici à nouveau la parfaite connaissance de la limite de propriété. Premièrement, la séparation intérieure de la propriété. Deuxièmement, la séparation extérieure avec le mur mitoyen. Troisièmement, qui est sur l'axe du passage commun, parfaitement noté. Quatrièmement, composé de 2 parcelles. Cinquièmement, l'une étant pointillée car il s'agit de la parcelle Favre. Mais dans la série possibilités de promotion immobilière toujours insuffisantes, pour appétit de promoteurs insatiables, comment faire? Après le compromis, tout fut mis en œuvre pour augmenter la surface constructive. Et pour cela, la seule solution, voler une parcelle au voisin, la parcelle BY 287. Mais aussi, il fallait faire disparaître la servitude de passage de 5 mètres sur le passage commun d'origine. En effet, servitude et construction sont incompatibles. La servitude empêcherait de construire. Mais dans un état de droit, cela n'est pas possible. Avec déjà 3 plateaux de preuves, comment des magistrats pourraient léser une personne vulnérable pour le bénéfice de vulgaires promoteurs? Eux qui se sont engagés à servir la loi, à protéger les citoyens dans leurs droits, à être impartiaux, à chercher à permettre la manifestation de la vérité, à servir la paix sociale et ainsi permettre la confiance dans l'institution judiciaire, pilier de la démocratie. Pour des magistrats, les seules techniques possibles pour relever ce défi sont antinomiques avec leur engagement et mission. Tout comme sur une même parcelle, construire est antinomique avec servitude de passage. Dans un état de droit, cela n'est donc pas possible. Mais promoteurs et notaires connaissaient les façons de procéder pour spolier et la manière pour s'en sortir impunis. La méthode en somme. Alors, que vont faire les magistrats? Accepteront-ils? Réussiront-ils l'incroyable défi qui leur est proposé? Manquement, partialité, mensonge, déni de justice, viol de la loi seront les seules techniques possibles, mais oseront-ils? Oseront-elles? Au civil, un premier festival au tribunal de grande instance de La Rochelle, sous la présidence de Patrick Broussou, le ton est donné. Le juge Patrick Broussou rapporte, premièrement, que l'acte authentique définit le droit de propriété Favre par des marques inamovibles, à savoir ferme, pièce de charpente, entrée actuelle. Deuxièmement, que l'expert dans son rapport définitif conclut que la parcelle BY 335, partie de 247, n'aurait jamais dû être vendue à la SCI du Temple et ose conclure: force est de constater que la SCI du Temple est l'actuel propriétaire de la parcelle BY 335, nonobstant les erreurs passées qui ont permis cette cession. Il dira donc en substance, l'objet volé est à celui qui l'a dans les mains. Il relèvera les erreurs de propriétaire mais ne les corrigera pas. Il violera en toute conscience le droit de propriété et les droits de l'homme. Bien sûr, ce constat peut être complété par l'invraisemblable argumentation développée. Le juge note premièrement le cadastre, deuxièmement un document d'arpentage, troisièmement un document d'arpentage. Comment ne pas penser incompétence pour retenir le cadastre, un document d'arpentage, qui, comme le précise et nous le verrons, un géomètre expert en audition, n'ont aucune valeur pour établir un droit de propriété? Comment un magistrat un peu consciencieux et qui aurait reçu une formation même élémentaire peut-il opposer un acte de 1957 au cadastre qui n'est qu'un outil fiscal et qui ne peut permettre d'établir un droit de propriété? Ce constat, probablement affligeant quant à la compétence, ne doit-il pas être complété par la partialité de Patrick Broussou? Retenir une seule partie d'un document d'arpentage de 1994 et ne pas retenir le plan joint, lequel dit le contraire. Quel niveau de partialité faut-il atteindre pour ne pas évoquer les plans et actes signés par la famille Hollenbrenner qui confirment que 287 appartient à la famille Favre et ne pouvait donc pas être vendu à la SCI du Temple, comme le confirme l'expert judiciaire? Qui ou quoi poussera Patrick Broussou à poursuivre son affranchissement de toute cohérence et des lois? Il note que l'acte de donation de 1957 stipulait que l'allée d'entrée de la propriété de la route du bâtiment était de 5 mètres et validera à la place une servitude qui n'a rien à voir, indépendante, de 4 mètres. Après avoir violé le droit de propriété, il violera les règles qui régissent les servitudes. Et ceci est d'autant plus surprenant, voire ridicule ou ubuesque, constateront les observateurs, que cette servitude
aussi destinée à entretenir des réseaux, se trouve à plusieurs mètres des réseaux qu'elle est censée pouvoir entretenir et que sur cette servitude a été construit le bâtiment. Patrick Broussou rapporte l'existence de plusieurs servitudes mises en place, mais n'évoque et ne considère qu'une seule de ces servitudes. En n'évoquant pas les diverses spoliations et demandes, il utilisera le déni de justice. Le ton donc est donné par ce magistrat qui, comme nous le constaterons et analyserons bientôt, premièrement aura menti, fait preuve de partialité remarquable ou consternante selon les points de vue, utilisé le déni de justice. Deuxièmement, permettra le viol ou violera à maintes reprises les lois, y compris celles considérées comme inviolables. Si désormais nous pouvons constater la remarquable prestation de Patrick Broussou pour relever le défi impossible, nous constaterons plus tard que cela va encore plus loin. Que feront les autres? Prendront-ils également le parti de la délinquance ou criminalité en col blanc pour remporter ainsi l'incroyable défi? Voyons la cour d'appel. La cour d'appel, sous la présidence de Michel Bussière, le relais est pris. L'arrêt de la cour d'appel relèvera-t-elle avec brio la performance du TGI de La Rochelle? Rappel de l'objectif premier, valider le vol pour assurer l'impunité. Méthode, utiliser des documents d'arpentage, le cadastre. Bien que cela n'ait aucune valeur juridique pour établir un droit de propriété. Deuxièmement, bien que ces documents ne cessent de se contredire. Troisièmement, bien que les documents de géomètres sont entachés de ratures, de corrections, de contradictions. Nous étudierons bientôt par des exemples ce qu'il convient d'appeler, selon les points de vue, un bras de fer avec la loi, la cohérence ou une mascarade juridique. Il est intéressant de savoir ce que dit le géomètre expert lui-même lors d'une audition, à propos du type de documents sur lesquels les magistrats fondent leurs conclusions. Dans le document d'arpentage, c'est un document provisoire qui n'a aucune valeur au niveau de la propriétaire. Ce document sert simplement à obtenir des nouvelles références du cadastre. Le document d'arpentage. Bien sûr, on peut noter au passage combien il est une certitude et une évidence que juridiquement, pour tout le monde, 287 appartient à Favre. Premièrement, concernant la parcelle BY 287, M. Hollenbrenner n'en a jamais été propriétaire. Deuxièmement, est écrit sur le cadastre les parcelles BY 287 portées au nom de Hollenbrenner, alors que sur le terrain, cette parcelle appartenait à Favre. Troisièmement, est écrit sur notre plan, il y a un problème. Sur la parcelle 335 qui n'appartenait pas à Hollenbrenner mais à Favre, cette parcelle n'aurait pas dû être cédée par Hollenbrenner à Djelani. Quatrièmement, il y a également le problème des parcelles 334 et 336 qui, sur le cadastre, sont portées au nom de Hollenbrenner, alors que sur le terrain, ces deux parcelles ne peuvent pas lui appartenir. Pour valider le vol, la cour d'appel sous la présidence de Michel Bussière, remarquable capitaine, évoque l'acte de 1957 sans étudier la définition de la séparation des lots. Cet acte est la base et preuve de la spoliation incontestable qui explicitement ou implicitement sera reconnue par tous. Et quand cela les arrange, l'équipe de magistrats considère une seule partie du document d'arpentage de 1994, car l'autre partie contredit la conclusion que les magistrats ont décidé de prendre. En effet, le plan sans appel montre que 287 et donc 335, issus de 287, appartiennent à Favre. Nous avons étudié précédemment ce plan. Pour valider le vol, la Cour fait référence à un document d'arpentage de plus édité dans l'urgence par des géomètres experts, quelques heures avant la spoliation pourrait-on dire, sans faire référence aux autres documents réalisés par ces mêmes géomètres, qui montrent et attestent que la parcelle 287 appartient et a toujours appartenu à la famille Favre. Ainsi, par exemple, ce procès-verbal qui exclut la parcelle 287 de la propriété Hollenbrenner, édité pourtant moins d'une semaine avant les spoliations, le 22 juillet 2003. Par les mêmes géomètres, c'est le seul document signé par la famille Favre. Ou cet autre document qui exclut aussi 287 de la propriété Hollenbrenner, toujours réalisé par les mêmes géomètres experts. Et qui, à la page suivante, premièrement définit parfaitement en rouge la propriété Hollenbrenner, sans le passage commun qui est une indivision, et deuxièmement constate avec force que 287 appartient à la famille Favre. Pour remporter le défi, celui de valider la spoliation de propriété, les magistrats font preuve d'un grand esprit de corps et apportent leur soutien total aux délinquants et criminels. Les magistrats poursuivront-ils dans cette même énergie pour valider les spoliations de servitude commises grâce à un faux en écriture publique d'un notaire dans l'exercice de sa mission? Apporteront-ils leur soutien à des faits et des faux qualifiés de crimes par le code pénal?
Bien que la Cour valide le viol du droit de propriété, les magistrats semblent revenir vers la loi pour les servitudes. Faiblissent-ils? Ont-ils des problèmes de conscience? Participer au vol et viol des droits d'une personne vulnérable, cela n'est pas rien. Premièrement, ils reconnaissent donc la servitude de passage d'origine de 5 mètres, créée en 1957. Deuxièmement, plus bas, qu'elle est constituée de 2 bandes de 2,50 m de large. Troisièmement, que cette servitude est rappelée dans l'acte authentique de 1988 qui permit à la famille Hollenbrenner d'acheter la propriété. Quatrièmement, que cette servitude est rappelée dans l'acte authentique de 2004. Existence d'un accès commun à la nationale avec le propriétaire contigu. Le rapprochement avec la loi, l'impartialité s'arrête là. En effet, comment la Cour ne s'étonne-t-elle pas que la servitude du passage commun ne soit pas reportée dans l'acte de 2003 ? Valide-t-elle une amnésie sélective et collective ? Le même vendeur et le même notaire rapportent en 2004 une servitude qu'ils n'ont pas reportée en 2003. C'est tout ce qu'il aura fallu pour spolier, à condition que des magistrats valident cette énormité cependant. De plus, la Cour avoue l'indépendance, l'autonomie des servitudes, en notant « et » entre le rappel de la servitude de 5 mètres du passage commun et la servitude de 4 mètres due par la SCI du Temple. La Cour reconnaît donc que ce sont bien 2 servitudes conventionnelles autonomes, créées par des actes authentiques différents, et pourtant valide la disparition de l'une d'elles. Une servitude peut-elle s'éteindre par un oubli, la défaillance de magistrats, de notaires ? Cela n'est écrit nulle part dans les codes et les lois qui régissent l'extinction des servitudes. Bien que la Cour rappelle, en accord avec l'expert, le passage commun d'origine de 5 mètres avec le propriétaire contigu, que ce droit est perpétuel selon la loi, elle conclut qu'on ne peut réclamer ce droit de passage, car le promoteur et notaire ne l'ont pas indiqué dans le seul acte de 2003. À nouveau, les magistrats savent pourtant la faute intentionnelle du notaire. Les magistrats choisissent de ne pas faire valoir le droit selon la loi. Mais rappelons que violer la loi est indispensable pour gagner le défi. C'est donc bien et très bien parti pour l'équipe de magistrats. Maintenant, la Cour de cassation est donc prête à prendre le relais, le fleuron de la magistrature. Dira-t-il le droit selon la loi ou sera-t-il solidaire de la corporation ou encore solidaire de la criminalité en col blanc ? Existe-t-il une conscience chez ces magistrats ? À nouveau, le président sera M. Terrier. À nouveau, car vous comprendrez bientôt. L'équipe de magistrats de la Cour de cassation n'aura pas à violer les lois qui protègent le droit de propriété pour assurer l'impunité des voleurs. Cela a été fait par le TGI de La Rochelle, confirmé par la Cour d'appel, laquelle a violé souverainement ce droit de propriété, dira-t-on en substance. La famille Favre, vulnérable, a perdu une partie de sa propriété et de sa maison. Mais le débat reste ouvert pour les servitudes et celles de 5 mètres. Le challenge est donc plus facile pour la Cour de cassation, mais respecter la loi ou gagner l'incroyable défi ? Le Code civil énonce « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. La servitude est éteinte par le non-usage pendant 30 ans. » La 3e chambre civile de la Cour de cassation, la plus haute juridiction civile, sous la présidence de M. Terrier, brillantissime capitaine d'équipe, dit « La Cour d'appel qui en a implicitement mais nécessairement déduit que cette servitude mettait conventionnellement fin pour les parties en cause à la servitude d'origine. En quelques mots, quintuple viol des lois du grand art, maestro diront certains. » Alors que nous avons constaté que selon les 2 actes authentiques qui créent ces servitudes conventionnelles, ces 2 servitudes sont différentes, indépendantes, n'ont pas la même fonction ni la même emprise, c'est-à-dire la même place. Il est aisé de constater le quintuple viol des lois qui régissent les servitudes. Premièrement, en réduisant la servitude de 5 mètres à 4 mètres, la Cour viole l'article 701 car la servitude ne doit pas être rendue plus incommode. Viol. Deuxièmement, en validant le déplacement de la servitude de 4 mètres, nouveau viol de l'article 701. Le propriétaire ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage. Ici, il ne s'agit pas seulement d'en avoir diminué l'usage, mais d'en avoir rendu son usage impossible. En effet, le déplacement de l'emprise de la servitude de 4 mètres ne permet plus son usage d'entretien des réseaux, car elle se trouve désormais loin des réseaux. Et un bâtiment a été construit sur ces réseaux. Viol doublé de graves incohérences. Troisièmement,
en validant le déplacement de la servitude de 4 mètres, nouveau viol de l'article 701, car une servitude ne peut être transportée dans un endroit différent de celui où elle était primitivement assignée. Quatrièmement, en concluant que la Cour d'appel, qui en a implicitement mais nécessairement déduit que cette servitude de 4 mètres mettait conventionnellement fin à la servitude d'origine, la Cour a violé la section sur l'extinction des servitudes. En effet, aucun article de loi ne prévoit ce type d'extinction, non plus l'article 701. Viol. Le 5e viol en si peu de mots, la performance. En validant l'extinction de la servitude de 5 mètres, nouveau viol du chapitre 3, section 4, comment les servitudes s'éteignent. Il fallait oser et la Cour de cassation a osé. Comment cette servitude conventionnelle, dite d'origine de 5 mètres, peut-elle s'éteindre, alors qu'elle bénéficie depuis toujours à 2 fonds, c'est-à-dire à 2 propriétaires, et que le fonds Favre n'a participé à aucun débat, ni acte, ni convention, l'a utilisé quotidiennement depuis son enfance. Ce nouveau viol entraîne une nouvelle incohérence et invraisemblance. La famille Favre, qui occupe depuis toujours cette maison, se trouve privée, en droit, de tout accès au reste de sa maison. Cette incohérence aurait dû emmener un simple mais consciencieux magistrat à comprendre que la servitude de 4 mètres ne concerne pas le fonds Favre. Et qu'en faisant disparaître la servitude de 5 mètres, la famille Favre ne peut plus rentrer chez elle. Mais deuxième exploit de la Cour de cassation. La Cour dit qu'il a été mis fin à la servitude d'origine en 2003, alors qu'elle a à sa disposition l'acte de mars 2004, autre acte authentique rédigé donc quelques mois plus tard par le même notaire Nizam Daniel et le même promoteur Philippe Allenbrunner, et qui rappelle l'existence de cette servitude. Cette servitude, qui aurait disparu en 2003 selon la Cour de cassation, réapparaît en 2004. Doit-on penser réincarnation des servitudes ? En attendant qu'une loi promulgue la possibilité de réincarnation des servitudes pour que la famille Favre puisse avoir, en droit, la possibilité de rentrer chez eux, il est important que M. Terrier et les magistrats de la Cour de cassation puissent rentrer chez eux. Quelle victoire, mais écrire qu'il a été conventionnellement mis fin à la servitude d'origine, conventionnellement sans la participation d'une partie, cela n'est-il pas une ineptie juridique, et par la Cour de cassation ? Et ce n'est pas le seul manquement ou faute lourde des magistrats de la Cour de cassation, au regard de la loi, de la déontologie bien sûr, pas d'un point de vue de fidélité aux magistrats ayant relevé le défi. J'écrirai par courriel à Madame la ministre de la Justice, son cabinet, la chancellerie, que la copie rendue par la Cour de cassation mérite comme annotation incompétence juridique notoire, corruption ou collusion. En dépit de l'obligation faite aux citoyens de ne pas commenter une décision de justice, j'expliquerai à Madame la ministre que l'analyse technique est autorisée et que la conclusion n'est que la suite de l'analyse technique. Par ailleurs, qu'on ne peut respecter que ce qui est respectable, et qu'il ne peut être fait aux seuls citoyens obligation de respecter la loi, quand les représentants de l'État en charge de sa bonne application ne cessent de la transgresser, la violer. Encore plus fort ou plus grave, les juges, réunis pour une cause commune, un défi commun, useront d'un stratagème de plus en plus répandu. Condamner les victimes aux dépens, c'est-à-dire condamner les victimes à indemniser leurs bourreaux. Bien sûr, cela témoigne de l'absence de toute réflexion à long terme et de référence historique. Ici, Patrick Broussou, TGI de La Rochelle, les dépens comprennent notamment une des expertises qui à elle seule a coûté plus de 6 000 €, plus 1 500 € pour l'article 700, c'est-à-dire pour payer les frais des avocats, des recelaires et des voleurs. Autre condamnation des victimes, ici, cela ressemble au grand défoulement de la Cour d'appel sous la présidence de Michel Bussière. Condamnation de la victime à payer au voleur les frais de référé, expertise, première instance, appel et à 3 000 € pour les frais d'avocat. Car en plus de tous les frais de justice que la victime a à supporter pour elle-même, de telles sommes peuvent ruiner un justiciable qui n'a pour tout avoir que le droit selon la loi. La Cour d'appel, encore sous la présidence de Michel Bussière, 2 500, plus 2 500, plus les entiers dépens de première instance, sans commentaire. Oui, il faut noter que dans ce dossier, les pièces ne disparaissent pas toutes, mais sont écartées. Et encore une nouvelle condamnation. La Cour de cassation vient soutenir les autres magistrats, afin de dissuader les justiciables de faire valoir leurs droits, fussent-ils inaliénables. Avec le président, M. Terrier, 3 000 €. L'addition s'allonge. Les magistrats ne semblent pas contents de la résistance. Et encore une autre condamnation, encore avec M. Terrier de la Cour de cassation, 2 fois 2 500 €. À nouveau, Philippe Allenbrunner fait disparaître les servitudes de passage avec un notaire. Routine pour les escrocs,
habitude ou méthode pour les magistrats. Condamner les victimes aux dépens, c'est-à-dire condamner les victimes à indemniser leurs bourreaux. Ce type de condamnation peut conduire un justiciable fragilisé dont son bon droit est flagrant à la faillite, à la dépression, au suicide. J'ai reçu tant de témoignages de familles victimes de notaires, clés de voûte de la criminalité en col blanc, grâce à la complicité d'une équipe de magistrats. Devant tant de manquements de magistrats, pour que le discrédit ne soit pas jeté sur tous les magistrats et l'institution judiciaire, j'ai saisi le CSM. J'expliquerai, j'ajouterai, je recevrai comme réponse: nous analyserons l'attitude du CSM, Conseil supérieur de la magistrature, dans le volet consacré au rôle et responsabilité des hiérarchies. Il est très désagréable d'avoir l'impression de généraliser sur une corporation, surtout lorsque l'on connaît personnellement des notaires, des magistrats, dont l'intégrité et le dévouement à leur mission permettent de continuer à espérer dans un monde plus juste. Cependant, en dénonçant les viols de la loi par les représentants de l'État, de l'ordre public, il n'est pas question de culpabiliser sur notre responsabilité à jeter le discrédit. Le discrédit est favorisé et permis par les hiérarchies de tutelle qui couvrent les viols, par exemple. Magistrats et hiérarchies ne sont-ils pas irresponsables en assurant l'impunité de crimes flagrants, irresponsables en dégradant la cohésion sociale? Mais revenons au défi relevé par une équipe de magistrats qui tente avec succès, pour l'instant, de permettre le viol des droits réputés inaliénables par la Déclaration des droits de l'homme. Mais il reste au justiciable le pénal et ses magistrats. Que feront-ils? Se rapprocheront-ils de leur mission ou se rapprocheront-ils des voleurs ou criminels? Chercheront-ils à gagner le défi relevé par la première bande de magistrats ou chercheront-ils à faire triompher la loi pour permettre l'ordre public? Certains magistrats au civil ont avancé qu'ils n'ont pas la compétence pour restituer la propriété, seul le pénal le peut, en prouvant qu'il s'agit d'un faux en écriture publique. Bien sûr, cela est faux également, car, comme nous l'avons vu, le Code civil suffisait aux magistrats du civil pour restituer la parcelle et les servitudes volées à la famille Favre. De plus, les éléments nécessaires à cette restitution leur avaient été communiqués, acte authentique précis, attestation du droit de propriété inaliénable, antériorité de l'acte et preuve. Parmi ces preuves, et avant de voir la position que prendront les magistrats du pénal, il faut ajouter qu'un autre plateau avait été servi aux magistrats dès le départ. Comme si, malheureusement pour eux, ils n'avaient pas suffisamment de difficultés à assurer l'impunité. L'expertise judiciaire. L'expertise judiciaire ne facilitera pas la tâche des magistrats. Elle démontrera à partir des actes authentiques, de la réalité du terrain, que la parcelle 287 appartient à la famille Favre et ne peut que leur appartenir. L'expertise démontrera le viol des servitudes, viol de leur existence, de leur emplacement, de leur usage. Elle démontrera la pleine conscience des auteurs du vol. Elle constatera la réalisation d'un faux par le notaire. Elle précisera ce qui aurait dû être le travail de ce notaire, Nizam Daniel. L'expert, pages 14, 15, 29, concernant le propriétaire de la parcelle 287 ou des 3 parcelles issues de sa division. Une parcelle BY 287 portée à la côte Hollenbronner, alors que sur le terrain, sa situation l'attribue de façon indiscutable au consort Favre. Pour M. Trocmé, il ne pouvait s'agir qu'au consort Favre, occupant depuis toujours les lieux. Le changement de propriétaire de la parcelle BY 287 devait donc faire l'objet d'un acte rectificatif indiquant que c'était à tort et par erreur que la parcelle était attribuée à M. Hollenbronner. L'expert passe 42. La parcelle BY 287 est considérée comme propriété Favre. L'expert page 35. Le notaire Nizam Daniel conteste l'expert. L'expert déclare qu'une partie de la cour numéro 336 et du bâtiment numéro 334 des consorts Favre appartiennent cadastralement par erreur au consort Hollenbronner. Est-ce si certain? L'expert répond « Oui, c'est certain ». De plus, l'expert ne déclare pas, il prouve, et il est approuvé par toutes les personnes présentes lors de l'expertise, y compris le voleur Hollenbronner Philippe et le receleur Djilani Mohamed. Page 22, l'expert poursuit que la spoliation de la parcelle 287 a permis un viol de la loi sur les servitudes. Pages 18 et 19, l'expert démontre que le bénéficiaire, le pharmacien M. Djilani, a construit un premier bâtiment selon la propriété réelle, contrairement à l'extension. C'est la reconnaissance implicite ou explicite que les voleurs connaissaient leur propriété réelle. L'expert, page 21, pour démontrer la spoliation,
L'expert s'appuie sur les actes authentiques et sur la reconnaissance par tous les protagonistes de la propriété réelle de la famille Holenbrunner. En fait, cela correspond à des aveux, éléments reconnus par tout l'ensemble des parties. L'expert, page 56. D'autres aveux apparaissent dans le compromis du 3 juin 2003, quelques semaines avant le vol. Ce compromis laisse à penser que M. Holenbrunner était conscient de l'appartenance réelle du terrain d'assiette cadastral BY 287. En effet, la famille Holenbrunner, à juste titre, ne fait pas figurer 287 dans le compromis, car cette parcelle ne lui appartient pas. L'expert, page 57. Par le plan joint à ce compromis, sur lequel figure le mur mitoyen dans l'axe du passage commun, les arbres de l'allée des Marronniers, côté Holenbrunner, côté Favre, l'expert ne peut que conclure. Ce plan signé par Philippe Holenbrunner et le défendeur M. Gelani, représentant la SCI du Temple, en date du 3 juin 2003, prouve qu'ils avaient connaissance de la limite réelle de leur propriété. L'expert, page 58, dans les conclusions définitives qui sont sans appel, l'auteur commun des propriétés, vendeur M. Holenbrunner, en avait connaissance, n'aurait jamais dû être cédé au défendeur. Donc, la pleine conscience du vol. L'expert, pages 33 et 35, de même concernant la définition de la servitude de 5 mètres, alors que le notaire Nizam conteste concernant la largeur du chemin d'accès. Doit-on déduire que l'allée est de 5 mètres ou que le passage est de la largeur de l'allée existante? Il y a, à mon sens, une véritable ambiguïté. L'expert répond, il n'y a aucune ambiguïté. L'acte et le plan annexé précisent et la largeur de l'allée des Marronniers, 5 mètres, et son statut juridique, passage commun. Et ajoute, à propos du viol de cette servitude, je confirme le fait que la servitude de 5 mètres est touchée. L'expert, page 38, ne cesse de rappeler l'évidence de la position du passage commun de son axe dont on peut également déduire la propriété réelle Holenbrunner et donc le vol, et les aveux de l'auteur du vol. L'allée des Marronniers est clairement définie. L'ensemble des personnes présentes le jour de l'expertise ont d'ailleurs reconnu cet axe, le demandeur, le défendeur, M. Holenbrunner et un représentant de la famille Favre. L'expert, page 43, explique au notaire son métier, car il semble complètement à l'ouest, selon une expression populaire. S'agissant d'une erreur d'attribution due à une erreur cadastrale, il n'y avait pas de cession à faire pour des parcelles occupées depuis toujours et à bon droit par les consorts Favre. Le notaire pouvait établir un acte rectificatif. L'expert, page 16, constate qu'en plus de ne pas avoir fait son travail, en plus d'avoir donné une parcelle à tort à son client, il prouve que le notaire a fait un faux en modifiant un permis de construire et en intégrant à ce dernier la parcelle qu'il venait de voler. La parcelle BY 335 attribuée à tort à M. Holenbrunner a été intégrée à l'assiette du lotissement de ce dernier. Le notaire s'attribue donc la fonction de maire. Page 47. L'expert confirme. La parcelle 334, 335 et 336, résultant d'une erreur du plan cadastral, ont toujours été occupées par les voisins Favre. Leur assiette a toujours appartenu à ces derniers. L'expert, page 58, confirme encore. Dans ses conclusions définitives, si on applique les indications inscrites dans les actes, sur la partie réellement propriété du défendeur, excluant la parcelle 335, l'expertise judiciaire est donc sans appel. La parcelle 287 et les servitudes ont été spoliées en toute conscience. Preuve, acte authentique à l'appui. Aucune chance pour les magistrats de gagner ce défi. Aucune? Pas tout à fait. L'expertise étant contradictoire, l'expert expose la situation dans son ensemble. Il distingue la propriété réelle, en droit, selon la loi, et les actes authentiques, du plan cadastral et l'erreur commise. Le cadastre n'est qu'un outil fiscal qui ne peut permettre de définir une propriété ni sa limite, surtout face à un acte authentique. L'expert, page 38, fait un rappel. Le plan cadastral ne peut servir à définir une limite. Rapporter que 287 pourrait appartenir à la famille Holenbrunner selon le cadastre, sans ajouter premièrement qu'il s'agit d'une erreur maintes fois pointée et deuxièmement que le document du cadastre ne fait pas foi pour établir un droit de propriété, serait un détournement total du sens de l'expertise, un abus. Dès lors, une telle utilisation amènera à considérer la probité intellectuelle de celui qui en fait un tel usage. Ce serait assimilé à un détournement du sens de l'expertise, de la vérité. Certains magistrats franchiront-ils ce pas ? Mais comment pourraient-ils faire autrement s'ils veulent gagner le défi et assurer l'impunité aux criminels ? À nouveau, cette expertise judiciaire laisse à penser que l'équipe de magistrats qui tente de valider la violation du droit de propriété va être KO debout.
L'expertise judiciaire a montré le viol du droit de propriété, des servitudes, de leur existence, de leur usage, et la parfaite conscience que les auteurs avaient de cette spoliation. Bien sûr, nous n'avons pas mis en exergue toutes les informations que fournit l'expertise judiciaire. Certaines seront abordées plus tard pour illustrer d'autres manquements invraisemblables. Comment les magistrats peuvent-ils esquiver tant de démonstrations des vols et viols de la loi ? Les magistrats au civil, du TGI à la Cour de cassation, ont réussi à accorder l'impunité aux voleurs et même leur ont permis de garder les biens volés. Ils ont gagné le défi et même mieux. Ils ont condamné une victime à indemniser les voleurs pour peut-être donner l'exemple. Voilà ce qui peut arriver à qui ose poursuivre certains notaires ou certains réseaux. Quelle sera l'attitude des magistrats du pénal, garants privilégiés de la paix sociale ? Alors que l'expertise judiciaire est là pour confirmer la qualification pénale et prouve la pleine conscience du vol par les auteurs, note la fabrication d'un faux par le notaire concernant la rédaction d'un acte authentique, disposeront-ils ou s'opposeront-ils à l'expertise judiciaire qui conforte toutes les autres preuves ? Dont celle-ci servit aux magistrats sur un 5e plateau. Premièrement, le compromis de vente et deuxièmement, l'audition du géomètre expert. Ainsi, selon l'expression des juristes, les magistrats disposaient de manière surabondante des preuves du crime. Comment ne pas considérer dès lors le défi relevé par les robes noires, violer le droit de propriété et les droits immobiliers, comme un défi plus que majeur ? À l'examen de cette nouvelle pièce, essayez de ne pas sourire. Pendant que Daniel Nizam multiplie les faux en écriture publique pour donner le 28 juillet la parcelle 287 à la famille Hollenbrenner, pour permettre le 30 juillet 2003 de vendre la partie qui intéresse Mohamed Djelani pour construire le bâtiment espéré et bien sûr, troisièmement, pour faire disparaître les servitudes qui empêchaient la construction. Le même jour, donc le 30 juillet 2003. Le voleur Philippe Hollenbrenner signe lui-même que les parcelles 286 et 287 appartiennent réciproquement à M. Fabre et à la SCI du Temple et une servitude de passage au profit de M. Fabre et reconnaît donc à cette occasion que M. Fabre bénéficie de servitude de passage, tout le contraire de ce qui est écrit dans l'acte du notaire qu'il signe le même jour. Ici, Philippe Hollenbrenner, qui porte la réputation d'être capable de soutenir qu'il a enfanté sa mère, s'en mêle les pinceaux. Comment procureur et juge d'instruction ou magistrats ont pu ou pourraient dire que Philippe Hollenbrenner ne savait pas que les actes du notaire Daniel Nizam du 28 juillet et encore plus celui du 30 juillet 2003, lesquels affirment le contraire, étaient des faux. Ce coup de force sera-t-il tenté par l'équipe de magistrats du pénal ? Avec la deuxième pièce de ce 5e plateau, tout s'acharne contre l'équipe de magistrats, qui n'a pas de chance. Maintenant, c'est au tour du cabinet de géomètre expert impliqué d'avouer en audition. Concernant la parcelle BY 287, M. Hollenbrenner n'en a jamais été propriétaire. Elle a toujours été la propriété de la famille Fabre. Puis, plus loin, M. Hollenbrenner savait pertinemment qu'il n'était pas le propriétaire de la parcelle BY 287. Puis le géomètre enfonce le clou en confirmant le mobile du crime. La cession d'une partie de cette parcelle a permis la construction d'un bâtiment par M. Djelani. Sans la cession de cette partie de la parcelle BY 287, cette construction était impossible. Une équipe, héroïque soit-elle, aurait abdiqué face à ce déferlement de coups. Chaos debout. Chaos debout ? Non, l'équipe de magistrats en a vu d'autres. Ses ressources sont diverses et variées. Réseau, immunité, corruption ? Les magistrats adoptent la seule loi des affaires avec l'appui de la loi du silence et de l'omerta. Face aux lois du Code civil, pénal et autres livres rouges devenus sans défense. Certains magistrats au civil ont avancé qu'ils n'ont pas la compétence pour restituer la propriété. Seul le pénal le peut, en prouvant qu'il s'agit d'un faux en écriture publique. Bien sûr, cela est faux également, car, comme nous l'avons vu, le Code civil suffisait aux magistrats du civil pour restituer la parcelle et les servitudes volées à la famille Fabre. Les éléments nécessaires à cette restitution leur avaient été communiqués, acte authentique précis, attestant du droit de propriété inaliénable, antériorité de l'acte, preuve. Une réflexion s'impose avant de voir comment réagira le pénal.
Comment les magistrats ont pu résister jusqu'à présent pour ne pas perdre le premier défi, dire que la parcelle 287 n'appartient pas à la famille Favre. Dans un état de droit, l'acte authentique de 1957 qui établit le droit de propriété aurait dû suffire. Avec en plus le contenu du deuxième plateau, à savoir les plans de 1994, plans de 2001, qui confirment ce droit, cela devenait surabondant et pourtant, ils ont résisté. Même le troisième plateau avec le compromis de vente Jeleny-Hollenbrenner n'a pas suffi non plus, pas plus que l'expertise judiciaire. Ni le deuxième défi, dire qu'il n'existe pas de servitude de passage de 5 mètres par exemple, ou qu'une servitude est éloignée de son objet ou qu'on porte sur son axe des arbres. Dans un état de droit, à nouveau, l'acte de 1957 avec son plan aurait dû suffire. Avec en plus les plans de 1994, de 2001, servis dans le deuxième plateau, cela devenait surabondant. Le constat invraisemblable que la famille Favre ne dispose plus en droit d'accès à la maison qui leur appartient depuis des générations n'a pas suffi. L'expertise judiciaire formelle sera ignorée, détournée, travestie. Ainsi, en surplus des 4 actes ou documents étudiés précédemment, qui pour tout magistrat intègre ou un tant soit peu consciencieux auraient depuis longtemps suffi à rendre la propriété à M. Favre et à renoncer au défi, les magistrats du pénal disposaient de 2 autres pièces qui confirmaient l'évidence des spoliations de propriété et de servitude. Comment faire pour aller à l'encontre d'une spoliation qui devenait une évidence avec ces 2 pièces? Les aveux de Philippe Hollenbrenner, le voleur, lui-même, et les aveux du géomètre expert. Encore plus d'obstacles à surmonter pour eux pour gagner le défi. Il semble que l'équipe de magistrats installée dans la toute-puissance en soutien aux notaires et promoteurs et non plus à la loi soit en mesure de remporter les défis qui paraissent impossibles. Violer impunément les droits de l'homme, en France, pays des droits de l'homme, et avec des circonstances aggravantes, celles d'une personne vulnérable et en réunion. Brillant ou inique et abject, c'est selon les points de vue. Madame Isabelle Pagenel, procureure de la République, responsable des notaires, donne le ton. Elle choisit son camp. S'agissant de faux en écriture publique du notaire Daniel Nizam, elle se contente d'évoquer une attestation qui n'est que préliminaire. Remarquable. Elle choisira de ne pas même évoquer dans la discussion l'acte principal du 30 juillet 2003 commis par ce notaire, pour lequel ce notaire est poursuivi pour faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de sa mission. Acte qualifié de crime par le Code pénal. Acte constellé de viols de loi, d'erreurs, de calcul, de lecture, de retranscription. Erreurs plus grossières les unes que les autres. Erreurs qui toutes convergent pour permettre le vol de la propriété, le vol d'une partie de la maison d'une personne vulnérable, la spoliation de servitude dont l'accès au reste de la maison de la famille Favre, laquelle occupe depuis des générations cette maison. À propos d'un déplacement de borne peu important au regard du dossier mais si symptomatique, alors que huissiers et officiers de gendarmerie constatent qu'une borne a été déplacée, la procureure de la République Isabelle Pagenel ose écrire « Il n'est aucunement établi ni par le plaignant ni par les investigations menées qu'une borne ait été déplacée. » Tout le contraire de la vérité pour une magistrate qui s'est engagée à permettre la manifestation de la vérité. À propos de Philippe Hollenbrenner, comment la procureure peut-elle écrire ? S'agissant de l'usage d'un faux par Philippe Hollenbrenner, aucun élément ne permet de démontrer que le document utilisé était un faux. C'est-à-dire, Philippe Hollenbrenner ne sait pas que l'acte du notaire qui lui attribue la parcelle 287 et supprime la servitude d'origine était un faux. Alors qu'elle sait, premièrement, que Philippe Hollenbrenner est un professionnel de l'immobilier et donc rompu à la lecture de plans. Deuxièmement, qu'il a fait faire de multiples plans ou croquis, notamment ceux étudiés en 1994, 2001, 2003 et sur lesquels la parcelle 287 appartient à la famille Favre. Les servitudes de passage sont confirmées, notées et qu'elles bénéficient à la famille Favre. Et elle sait, troisièmement, que ce voleur signe un compromis de vente le même jour par lequel il confirme que 287 appartient à Favre et les servitudes de passage. Faut-il rire, pleurer de rire ou pleurer devant une telle probité intellectuelle ? Comment la procureure peut-elle écrire que Philippe Hollenbrenner ne pouvait pas savoir que l'acte qui lui attribuait 287 et supprimait les servitudes était un faux ? De tels faits d'armes, eu égard aux défis relevés, ont-ils leur ego ? Peut-il y avoir plus grand affront à la loi, à la manifestation de la vérité ? Oui. Si la prestation de la juge d'instruction Sonia Bélier reste comparable à bien des égards,
Dans la discussion, le même mensonge grossier par rapport au déplacement de borne, le même déni de justice en n'évoquant pas l'acte principal, le crime majeur, la même invraisemblable conclusion qui prétend que Philippe Hohenbrunner ne pouvait pas savoir que les documents étaient faux alors que tout prouve le contraire, comme pour la borne. Ne doit-on pas considérer qu'elle surpasse la procureure de la République Isabelle Pagenel ? Toujours à propos du déplacement de borne, Madame Sonia Bélier écrit le même mensonge. Il n'est aucunement établi ni par le plaignant ni par les investigations menées qu'une borne ait été déplacée. La juge d'instruction choisira aussi de ne pas même évoquer dans la discussion l'acte principal du 30 juillet 2003 commis par ce notaire, pour lequel son auteur est poursuivi pour faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de sa mission, acte qualifié de crime par le code pénal, acte constellé de viol de loi, d'erreurs, de calcul, de lecture, de retranscription, plus grossières les unes que les autres. Comment Madame Sonia Bélier peut-elle écrire « Aucun élément ne permet de démontrer que le document utilisé était un faux », alors que Philippe Hohenbrunner lui-même, le même jour, amène cet élément dans le compromis de vente. Il reconnaît que la parcelle 287 que le notaire Daniel Nizam lui attribue pour en vendre une partie à Mohamed Jaleni ne lui appartient pas, mais appartient à Favre. Il reconnaît les servitudes de passage que Daniel Nizam fait disparaître dans son acte dit authentique, et que Philippe Hohenbrunner est un professionnel de l'immobilier, qu'il sait lire un plan. Comment la juge d'instruction qui a, de plus dans son dossier, tous les plans ou documents faits à la demande de Philippe Hohenbrunner, professionnel de l'immobilier, lesquels précisent que la parcelle 287 appartient à la famille Favre et est grévée de servitude. L'audition du géomètre et ses conclusions, Philippe Hohenbrunner savait pertinemment. La confirmation de la pleine conscience de sa véritable propriété par l'expertise judiciaire. Ose écrire à son tour, aucun élément ne permet de démontrer que le document utilisé était un faux. Si la prestation de Madame la juge d'instruction Sonia Bélier reste donc comparable à bien des égards à celle de la procureure Isabelle Pagenel, ne doit-on pas considérer qu'elle surpasse la procureure de la République dans la mesure où un travail d'instruction est réduit essentiellement à un travail de copie ou de recopie. En effet, l'ordonnance de non-lieu est à près de 90% un travail de copie du réquisitoire définitif de la procureure de la République, excepté pour la taille des caractères. Ou alors, pourquoi dire juge d'instruction ? Ne devrait-on pas dire juge copieuse ? Les mêmes mots, les mêmes fautes, le réquisitoire définitif de non-lieu, l'ordonnance de non-lieu. J'ai perdu au jeu des erreurs. Je n'en ai pas trouvé une seule, excepté la taille des caractères et un passage à la ligne. Même posture ou même imposture. Ainsi, pour la procureure et la juge d'instruction, il suffit de ne pas considérer l'acte de propriété pour dire qu'il n'y a pas de violation des droits de l'homme et du droit de propriété. Il suffit de faire abstraction de toutes les erreurs de lecture, de transcription, de calcul, qui toutes convergent pour permettre le viol, le vol et son usage avantageux pour conclure qu'il n'y a pas eu d'infraction pénale. Est-il possible de concevoir un notaire qui ne sait ni lire, ni calculer, ni même retranscrire un acte officiel et prétendre à la sécurité des actes édités par un notaire ? On a envie de dire à ces magistrats un peu de retenue, de décence. Stop au discrédit jeté sur vos confrères et consoeurs, ils ne le méritent pas. Certes, ces faits d'armes vous vaudront, par certains, félicitations ou gratifications ou promotions pour avoir assuré l'impunité pour des faits qualifiés de crimes ou pour service rendu, mais pour la paix sociale, qu'en sera-t-il ? La Chambre de l'instruction sait sa responsabilité. Sous la présidence de Pierre-Louis Jacob, osera-t-elle aborder l'acte du 30 juillet 2003, la servitude de 5 mètres ? Mais si oui, quelle issue autre que le mensonge, la partialité ou autre manquement pour ne pas mettre à bas tous les efforts consentis par tous les magistrats, qui ont violé sans compter, qui ont menti sans compter, dont la partialité a été remarquable. C'est courageusement que l'acte du 30 juillet 2003 sera abordé par la Chambre de l'instruction. Mais l'espoir pour les partisans du droit selon la loi s'arrête là. La Chambre assène. Considérant qu'à ce jour, la question de savoir qui était le propriétaire de la parcelle BY 287 n'a pas été tranchée clairement. C'est également courageusement que l'expertise judiciaire et l'audition du géomètre expert seront abordées par la Chambre de l'instruction. Mais l'espoir s'arrête également là. La Chambre ose conclure en substance, bien que la parcelle n'appartienne pas à Hohenbrunner, le fait que Favre ne l'ait pas réclamé suffirait à ne pas considérer le vol par le notaire. Quel raisonnement surprenant. Outre que M. Favre est vulnérable, c'est un nouveau mensonge, que nous étudierons, de dire que M. Favre n'a pas réclamé.
C'est donc comme prévu par l'unique possibilité de mentir que la Chambre juge, pour gagner le défi. Doit-on considérer révélateur qu'une plainte pour atteinte à la propriété auprès de la procureure de la République ne soit pas considérée comme une réclamation ? Dès lors, il est compréhensible de voir la Chambre de l'instruction aborder tous les sujets. S'être affranchi de la vérité, de la loi, même de celle qui protège à un droit inaliénable, renforce la toute-puissance des magistrats. Ils aborderont ainsi la servitude de 5 mètres, considérant que si le notaire n'a pas repris cette disposition, l'acte de vente énonce néanmoins la constitution d'une servitude de passage et de réseau sur une largeur de 4 mètres sur toute la longueur ouest de la propriété vendue, nonobstant l'accès dû par le fonds Favre. Des jeunes ne diraient-ils pas « ils ont fumé de la moquette ». Comment un magistrat reconnaît et constate un droit pour le violer aussitôt? Un tour sorti du chapeau auquel personne n'avait pensé. Voler une parcelle supplémentaire à la famille Favre. Ce qui se veut un raisonnement 5 mètres, c'est 2 fois 2,50 m. Alain Brunner a donné 2,50 m, il faut que Favre donne 2,50 m. Digression. Invraisemblance pour invraisemblance. Moquette pour moquette. Peut-on demander au juge si M. Favre peut donner une bande de 2,50 m qu'il possède dans les marais à quelques kilomètres de là pour desservir cette maison? Sous curatelle renforcée, que craindre de M. Favre? Rien. On peut continuer à le voler. Vouloir gagner ce défi fait-il perdre la raison? Première incohérence de la Chambre de l'instruction à partir de photos. Avec la validation du vol de la propriété Favre, le passage commun défini par 2 bandes de 2,50 m se déplace. Une rangée d'arbres ne borde plus l'allée des Marronniers, mais est sur l'axe de l'allée. Plus aucun véhicule ne peut passer. La même incohérence à partir du plan de l'expertise judiciaire. En validant le vol, l'axe du passage commun de 5 mètres se déplace et, en demandant 2,50 m à Favre, la rangée de Marronniers se trouve ainsi sur l'axe de la servitude de passage. Ainsi, aucun passage n'est plus possible. Deuxième incohérence, en validant le vol et donc en déplaçant la limite de la propriété Hollenbrunner, la servitude de 4 mètres se déplace et ne permet plus d'entretenir les réseaux souterrains, qu'elle doit permettre d'entretenir. La position des réseaux a été constatée par huissier et expertise judiciaire. Les réseaux sont loin de l'emprise de la servitude. Nous constatons donc que l'équipe de magistrats a relevé avec brio le défi de violer les droits de l'homme en France. Ce fait d'armes est d'autant plus méritoire que les difficultés se sont accumulées, toutes paraissant plus insurmontables les unes que les autres. Tandis que les voleurs et criminels applaudissent, encensent, remercient, les partisans du respect des droits de l'homme et de la paix sociale sifflent, conspuent, vomissent. Abject ou remarquable, c'est selon. Exceptionnel en tous les cas. Nous allons maintenant répertorier les différentes techniques utilisées pour parvenir à cet exploit. Un débriefing en sorte. Nous nous contenterons cependant des principales, les plus visibles, les plus manifestes, celles qui s'offrent à l'observation et non à l'interprétation, à savoir, premièrement, bien entendu, le viol de la loi, deuxièmement, le déni de justice, troisièmement, l'empêchement à la manifestation de la vérité en écartant les preuves trop lourdes, par exemple, quatrièmement, le mensonge, cinquièmement, la partialité. Quelles techniques ont utilisé les magistrats pour violer les droits de l'homme? Première technique, violer la loi, indispensable pour protéger promoteurs et notaires. Le viol de la loi est, l'on sans doute, obligatoire pour un tel défi. Une conseillère de ministre résumera, dans ce dossier, tout le monde est au-dessus des lois, une évidence. Ainsi, le code de l'urbanisme, de la construction, de l'environnement, le code de la santé publique, et, comme nous avons pu le constater, le code civil, la Constitution. 7 codes violés en toute impunité pour construire le bâtiment du pharmacien. Bien sûr, aucun représentant de l'État des institutions de l'ordre n'interviendra, à commencer par le maire qui se terre. N'oublions pas l'extraordinaire quintuple viol de la loi par la Cour de cassation, en quelques mots, sous la présidence de Michel Terrier. Le code pénal, oublié ou banni. La négation souveraine des délits et crimes par les magistrats laisse dubitatif quant à l'utilité de ce code. Isabelle Pagenel, officiant comme procureur de la République, Sonia Bélier, juge d'instruction et la Chambre de l'instruction sous la présidence de Pierre-Louis Jacob, n'ont-ils pas offert une remarquable démonstration de l'inutilité du code pénal? Bien sûr, son usage reste de circonstance quand il s'agit, comme j'en fus témoin, de voleurs d'une mobilette d'une valeur de 400 €, ils écoperont de 3 mois de prison. Mais aussi la Déclaration des droits de l'homme qui n'a cessé d'être violée. La France devenue de fait zone de non-droit. Deuxième technique, le déni de justice. Pour protéger notaires & co,
Le déni de justice consiste à ne pas juger ce que l'on demande de juger. Ainsi, le magistrat n'a pas à mentir, violer. Une fois de plus, pourrait-on dire ici, une sorte de repos. Ainsi, les magistrats n'évoqueront pas dans leurs conclusions, discussions, motifs de la décision, certaines requêtes. Pour Michel Bussière, le vol de la parcelle 287 et 335. Pour Patrick Broussou, au TGI de La Rochelle, 2 des 3 requêtes présentées. Pour la procureure de la République, Isabelle Pagenel, elle ne considérera pas l'acte du 30 juillet 2003 pour lequel son auteur, Daniel Nizam, est poursuivi pour faux en écriture publique. Cet acte est pourtant constellé d'erreurs, de calculs, de lectures, de retranscriptions même, qui toutes convergent, faut-il le rappeler, pour permettre le vol de propriété, de droits immobiliers, de viol de la loi et des droits de l'homme. Sachant qu'une erreur consciente n'est plus une erreur mais devient un faux. La spoliation de la servitude due à M. Fabre ne sera pas évoquée non plus, ignorée. Il est vrai qu'il est vulnérable. Sous curatelle renforcée, il ne peut poser de soucis aux magistrats. La Chambre de l'instruction n'évoquera pas le déplacement de bornes, et donc une autre atteinte manifeste au droit de propriété. Ce ne sont que quelques exemples. Troisième technique, empêcher la manifestation de la vérité. Première variation, écarter les preuves trop lourdes. Deuxième variation, disparition de pièces. Les magistrats du TGI de La Rochelle excelleront dans cet exercice. Expertise judiciaire non transmise. Dossier transmis par la procureure plus d'1 an après la première demande. Des pièces, des courriers adressés en recommandé ou déposés au tribunal contre avis de réception ne cesseront de disparaître tout au long des procédures civiles et pénales. La juge d'instruction demande à la procureure le retour d'un dossier. Demande le 18 mars 2014, sans effet. Le 25 juin 2014, la même juge d'instruction réitère sa demande, quelques mois plus tard, à la même procureure, Madame Pagenel. Cette demande restera sans effet également. Le 12 août 2014, à nouveau, la même juge d'instruction réitère une demande. Le but est atteint, ne pas permettre au juge d'instruction d'avancer dans le dossier. Il apparaît ici que ce ne sont pas des frais de timbre qui seront responsables, juste quelques mètres à faire. Le 22 septembre 2014, une nouvelle demande sous une autre forme. Je vous serais vraiment reconnaissant de bien vouloir me faire retour du dossier Tirard. Je ne suis plus en possession de celui-ci depuis plus d'1 an. La solidarité à l'intérieur du tribunal semble jouer. La précédente juge d'instruction, Madame Mélanie Mistral, demande une expertise au greffe. Cette expertise judiciaire n'avait pas été transmise non plus à la cour d'appel. Blocus sur les documents au TGI de La Rochelle semble être la consigne pour gagner le défi. Disparition de pièces, non-transmission de dossiers, je ne serai pas le seul à le constater. Madame la juge d'instruction note « originaux égarés ». Puis, dossier transmis par le bureau du procureur voisin plus d'1 an après la demande initiale. Préoccupant. Une pièce sera arrachée d'une reliure de l'expertise judiciaire alors que j'avais dû remettre mon original au président M. Bussière qui l'a réclamé. Encore plus préoccupant. Cette pièce O a été restituée suite au conseil de la chancellerie. Une copie sera demandée simultanément à l'expert judiciaire et les 2 démarches aboutiront. Mais un nouveau faux apparaît dans le circuit. Les 2 documents, censés être identiques, vous en convenez, présenteront des différences importantes. Un nouveau faux apparaît en cours de procédure. Au retour, surprise. Sur une version, conformément au rapport, premièrement, les marronniers sont représentés. Deuxièmement, le garage est bien à Fabre. Troisièmement, il est noté parcelle cédée à tort à Hollenbrenner. Quatrièmement, une autre parcelle cédée à tort à Hollenbrenner. Mais sur l'autre version, premièrement, la mention cédée à tort à Hollenbrenner qui correspond aux conclusions de l'expert disparaît 2 fois. Deuxièmement, la représentation des arbres qui démontrent le vol et l'incohérence du déplacement de la servitude disparaît. Un nouveau faux est créé en cours de procédure. Quatrième technique, le mensonge. Ce dessin de François n'est-il pas une parfaite synthèse du mensonge souverain ? Carré, la pièce de 1 euro est carré, affaire suivante. Certains mensonges ont déjà été évoqués. Celui-là doit être rappelé tant il symbolise le comportement de certains magistrats. Alors que pour la partie civile, l'huissier constate « la position de cette borne ne correspond pas au plan ». Alors que pour l'enquête et les investigations, l'officier conclut « la borne en question a été déplacée ». Isabelle Pagenel et Sonia Bélier, respectivement procureurs de la République et juges d'instruction, osent mentir effrontément. S'agissant du déplacement des bornes et de l'atteinte à la propriété ainsi portée, il n'est aucunement établi ni par le plaignant ni par les investigations menées qu'une borne ait été déplacée.
de sorte qu'aucune qualification pénale ne peut être admise. Aussi, en appel, la Chambre dira à propos de l'acte du géomètre. Elle a été divisée en 3 parcelles, BY 334, 335 et 336, toujours portées au nom de la famille Hollenbrenner, alors que cela est parfaitement faux. Quel coup de bluff! Comment ne pas constater 3 noms différents pour les 3 parcelles issues de 287 et de plus, le nom des voleurs ou recelaires sont dans une écriture différente du reste du document. Le numéro a été l'objet de corrections. Bien sûr, la liste est longue. Ces exemples m'amèneront à m'interroger et interroger Madame la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Mentir, inné ou acquis pour certains magistrats. Par ailleurs, le garde des Sceaux doit-il aussi préserver le mensonge devenu sceau de certains magistrats? La terre est plate. Affaire suivante. Je ne recevrai pas de réponse. 6e technique, la partialité. Débridée, elle flirte avec le mensonge. La partialité portée par un magistrat est souveraine. Malgré les 5 plateaux de preuves, l'acte authentique de 1957, les multiples plans de 1994, 2001, 2003, les documents, les compromis de vente, aveux, actes qui précisent, attestent et prouvent que la parcelle 287 appartient à la famille Favre, qu'elle a été volée en pleine conscience par Philippe Hollenbrenner pour en céder une partie à Mohamed Djelani afin de lui permettre la construction d'un bâtiment. L'expertise judiciaire qui confirme ces faits. Alors que chacune des pièces aurait été suffisante dans un état de droit, les magistrats justifient leur parti pris par un cadastre ou un document d'arpentage qui, tous deux, sont réputés n'avoir aucune valeur pour établir un droit de propriété, et particulièrement face à un acte authentique. Patrick Broussou écrit « La SCI du Temple est l'actuel propriétaire, nonobstant les erreurs passées qui ont permis cette cession. » Pierre-Louis Jacob, considérant qu'à ce jour, la question de savoir qui était le propriétaire de la parcelle 287 n'a pas été tranchée clairement. Puis, la fausseté des mentions portées par Maître Nizam dans l'acte de vente n'est pas établie s'agissant de la propriété des parcelles 287 et 335. Premièrement, ils justifient leur parti pris par un cadastre ou un document d'arpentage qui n'ont aucune valeur juridique. Deuxièmement, de plus, ils constatent, révèlent qu'une erreur cadastrale entache ces documents. Les magistrats s'appuient sur ces documents malgré tout. Que dire des magistrats et de la partialité dès lors? Que sont concernés certains notaires, promoteurs, réseaux? La balance n'est-elle pas déjà préparée? Que dire de l'action pénale et de la partialité? Les magistrats ignorent les plaintes précises, étayées contre les protagonistes pour les maintes exactions commises, mais rapportent une plainte sur des propos qui auraient été tenus, qui concerneraient la partie civile et qui, de plus, ne concernent pas le dossier. Ainsi, par exemple, le notaire Daniel Nizam, bien qu'élu de la petite commune de Doluce-d'Oléron, participe à l'acte authentique qui permet à sa commune d'acheter un terrain de plus de 1 200 000 €, alors que ce terrain vaut, après expertise demandée par la nouvelle mairie au service de l'État, moins de 5 000 €. Perte de plus de 1 200 000 € pour la mairie. S'il avait été réélu, peut-être que personne n'aurait été au courant. Pillage des finances publiques et faute grave. Il en est de même des nombreuses exactions du voleur Philippe Hollenbrenner. Des faits similaires portés à la connaissance des magistrats ne seront pas relevés. Ils feront parfois la une des journaux, provoqueront la colère de citoyens. Il faut sauver notre saison, diront une cinquantaine de forains. Ainsi, l'utilisation interdite d'un terrain naturel non destiné à l'occupation d'un lunapark déclencha un conflit très tendu entre mairie, riverains et forains. Ces derniers, conscients qu'ils avaient été utilisés, risquaient la faillite de leurs entreprises. Ils ont alors menacé de recourir à des actions musclées. Le préfet proposera d'envoyer des quarts de force de l'ordre parce que Philippe Hollenbrenner & Co avait proposé un terrain parfaitement interdit à cet usage. La paix sociale à nouveau menacée. Partialité ou mensonge? Que dire quand procureur et juge d'instruction osent écrire à propos du vol de propriété et spoliation rendu possible grâce à un faux en écriture publique du notaire Nizam Daniel? Aucun élément ne permet de démontrer que le document était un faux. Que dire de cette conclusion alors que ces magistrats disposent, en sus des nombreux autres documents et plans, démonstration du géomètre expert ou de l'expertise judiciaire, des aveux de l'auteur du vol lui-même? 286 et 287 appartenant réciproquement à M. Favre et les servitudes de passage au profit de M. Favre.
Comment conclure aucun élément alors que Philippe Hollenbrenner reconnaît lui-même et apporte cet élément en signant ce compromis de vente par lequel il rapporte que la parcelle 287 appartient à M. Favre et les servitudes, tandis qu'il demande à son notaire de spolier à son profit la famille Favre, la parcelle 287 et les servitudes. Surréaliste, me direz-vous. Il sera même considéré par la Cour d'appel qu'une modification de la retranscription d'un permis de lotir par le notaire ne serait pas une altération de la vérité. Elle rapportera que l'ex-épouse de M. Favre n'assurait avoir aucune idée d'une éventuelle spoliation alors que procureur et juge d'instruction possèdent une plainte fort complète, signée à toutes les pages par cette même personne. D'autres éléments confirment la partialité des magistrats et, il faut en convenir, la complicité avec les voleurs et criminels. Par exemple, ne pas étudier la succession de documents contradictoires proposés par les voleurs, les versions différentes des procès-verbaux, plans, documents émis parfois par les mêmes personnes. Cette succession de faux ne sera pas relevée par les magistrats, alors qu'à nouveau l'expert judiciaire pointe du doigt contradiction, changement d'écriture, incohérence. Ne sera pas abordé par exemple l'invraisemblable changement de forme, de place, de contenance de la parcelle 287 sur un plan produit une semaine avant les faux en écriture publique du notaire. Ne seront jamais évoquées non plus les conclusions de l'expert judiciaire qui, malgré de nombreuses recherches, doit reconnaître qu'il n'y a pas de correspondance entre les parcelles 287 créées en 1994 et celles présentées et créées en 2003 par les voleurs. Ne sera pas abordée non plus l'invraisemblable division en trois de la parcelle 287 qui perd 25% de sa surface en étant divisée. En effet, la somme des trois parcelles ne correspond absolument pas à la parcelle mère. Une fois de plus, ce seul élément aurait dû permettre de confondre les voleurs dans leurs mensonges, la fabrication de faux et mettre en évidence la spoliation. Mais les magistrats ne sont-ils pas eux-mêmes dans les mêmes contradictions et invraisemblances ? Tandis que la Cour de cassation justifie la validation du vol de la servitude de 5 mètres par la Cour d'appel, en appel, la Chambre de l'instruction confirme l'existence de cette servitude et la justifie selon les actes authentiques. Tout le contraire. Nous avions vu précédemment que le géomètre Bayou en 1994 a divisé le passage commun en deux. Deux parcelles rectangulaires, une moitié en orange à Hollenbrenner, 286, l'autre moitié en pointillé car elle n'appartient pas à la famille Hollenbrenner qui demande cette division. Sur 286 est indiqué servitude au profit de la propriété riveraine. Donc toute parcelle qui longera 286 appartiendra à la famille Favre. Il est important de noter que la parcelle 287 premièrement, s'arrête normalement et obligatoirement au bâtiment, puisqu'il s'agit du passage commun. Deuxièmement, qu'elle mesure la même taille que 286, à savoir 2,50 m, ce qui est bien la moitié de 5 mètres. Troisièmement, qu'elle est rectangulaire, comme 286, dont elle est la jumelle. Absolument rien à voir avec les plans faux réalisés par l'équipe de délinquants dans la semaine qui précède la vente en 2003. La parcelle 287 est triangulaire, rentre dans le bâtiment et mesure au sud 3,09 m. Une fois de plus, ce seul élément que nous examinerons aurait dû permettre de confondre les voleurs dans leurs mensonges et spoliations. La partialité rendra aveugles les magistrats. L'incohérence de voir une rangée de marronniers située sur l'axe d'une servitude de passage de 5 mètres de large ne fera pas frémir les magistrats. L'incohérence de voir une servitude destinée à entretenir des réseaux souterrains situés à plusieurs mètres de ces réseaux non plus. Si partialité, déni de justice, mensonge, viol de la loi pourraient être classés dans les manquements de magistrats à leur devoir, dans les fautes lourdes, la juxtaposition de ces agissements, la convergence de leurs objectifs ne confirme-t-il pas la participation active de ces magistrats au crime, en permettant aux auteurs de conserver le fruit et son usage? En assurant l'impunité aux auteurs, que reste-t-il aux magistrats de leur mission de permettre la manifestation de la vérité, protéger les citoyens dans leurs droits, sanctionner les délits et crimes? Rien, ou si peu. Peut-on dire que la surcharge de travail des magistrats soit à l'origine de tels manquements? Assurément non. Ici, elle sert de prétexte. Les magistrats, comme nous l'avons vu, avaient les preuves, le mobile, les noms, prénoms, adresses, téléphones des auteurs et complices des viols et crimes. Un simple travail de vérification des pièces aurait suffi. Une journée tout au plus. Devant l'évidence des spoliations et l'incohérence de leurs conséquences, un huissier avait préconisé un transport de justice, pour assurément gagner beaucoup de temps. Quelques minutes sur place auraient été suffisantes. Deuxièmement, par leur manquement, les magistrats contraignent les justiciables à multiplier les procédures pour faire valoir leurs droits réputés inaliénables. Ainsi, ces magistrats provoquent et augmentent la charge de travail des autres magistrats. Ils génèrent une surcharge de travail.
Il porte ainsi de multiples préjudices à l'ensemble des magistrats consciencieux de la corporation, de l'institution. J'avais indiqué au magistrat que le promoteur avait tenté de me dissuader d'aller en justice. Il me dira « Les petites mains sont plus fortes que le droit ». Pour une fois, celui qui porte la réputation d'être capable de soutenir qu'il a enfanté sa mère n'a pas menti. Mais comment ne pas être surpris, voire dépité par ce qui semble peu d'ambition de ces magistrats, lesquels se contentent de servir la petite criminalité en col blanc. En effet, petite car il s'agit de détrousser ici des personnes vulnérables sans défense. Certes, il s'agit d'un exploit car, par le seul pouvoir d'un tampon, il est possible de voler et piller en bande organisée, si les magistrats assurent la protection arrière. Voler, violer, permettre le vol, c'est-à-dire devenir complice, mentir, sont-ils des mots associés aux seuls délinquants ou criminels? Non, pas seulement. Il convient de constater que ces mêmes mots ont été appliqués pour décrire les actions des magistrats tout au long de ces défis qu'ils avaient relevés. Quelle différence donc entre certains délinquants ou criminels et quelques magistrats? Probité. Si la probité peut faire défaut chez les premiers, chez les seconds, la probité à minima intellectuelle assurément fait défaut. Col blanc. Si pour les premiers, seulement certains sont en col blanc, tous sont en col blanc pour les seconds. Conscience. Nous n'aborderons pas la notion de conscience car trop subjective. Or, vous l'avez compris, il ne s'agit que du factuel, de l'objectif dans l'analyse de cette étude de cas, de ce défi. Concernant la vocation, si parmi les premiers, certains se sont engagés dès l'enfance pour différentes raisons ou parfois parce qu'ils ne voyaient pas d'autres issues, ou conscients et révoltés déjà par les injustices majeures, il est surprenant de voir des magistrats œuvrer à l'encontre de leur engagement à servir la loi pour permettre, via la manifestation de la vérité et la protection des droits des citoyens, la paix sociale. Servir la criminalité en col blanc alors que l'on s'engage à servir la loi? Générer la violence alors que le respect des droits des citoyens doit générer la paix? Comment vivre alors? En revêtant l'habit du magistrat tout en adoptant le comportement de délinquants ou criminels qu'ils sont censés juger? Dilemme, dédoublement de la personnalité, psychiatrie? Psychiatrie. Certains magistrats préconisent des soins psychiatriques pour des lanceurs d'alerte. Est-il convenable de considérer comme obsessionnels ces citoyens qui démontrent leur persévérance, leur attachement sans faille à l'intérêt général, malgré les difficultés rencontrées, sacrifiant souvent même leur intérêt particulier? Certains lanceurs d'alerte condamnés aux dépens, aux multiples frais, à la diffamation, à de multiples procédures, alors qu'il ne s'agissait que d'informations. En somme, pour avoir osé dans l'intérêt général mettre au grand jour les exactions de la délinquance en col blanc, ils seront également ruinés. Bien sûr, certains lanceurs d'alerte iront en prison. Innocents, des charges seront alors fabriquées, parfois sur mesure. Expérience personnelle, je serai 2 jours en garde à vue pour l'incendie d'un immeuble qui faillit coûter la vie à 2 innocentes locataires. Les preuves qui ont été apportées et qui me seront servies par les gendarmes seront incohérentes. Fabriquées à la demande, des preuves sont-elles à leur disposition pour atteindre le but, empêcher de parler? J'ai eu la chance, contrairement à d'autres, d'avoir eu 2 officiers indépendants. Cela pourrait faire l'objet d'un prochain documentaire. Hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, évoquons la technique en vogue, à la mode, pourrait-on dire, pour empêcher de parler, l'internement. Bien sûr, les précautions sont prises pour que l'État ne soit pas assimilé à une dictature. Le discours, le lanceur d'alerte est obsessionnel, par conséquent il peut être dangereux pour lui ou pour les autres. Il est plus subtil et moins invraisemblable d'évoquer la protection de la personne contre elle-même. Cela donne une image de la mère patrie qui protège ses ouailles pour leur bien. Ainsi sera interné 6 mois un professeur d'université qui dénonçait la vente de diplômes dans son université. À sa sortie, il retrouva sa chaire et continua à enseigner, et à manifester son indignation face à des dérives aujourd'hui reconnues. À nouveau, il sera interné. À sa sortie, il diffusa les informations par d'autres voies que la hiérarchie. Mais qu'en est-il alors? Comment doit être considérée une personne qui choisit la profession de magistrat, c'est-à-dire dont la mission est d'assurer la paix sociale, en préservant les droits des citoyens, en sanctionnant délinquants et criminels, et qui agit à l'encontre, voire à l'inverse de ses engagements et de sa mission? Cette personne engendre ainsi injustice, colère, tension sociale, en étant asservie au dessein de délinquants et criminels. Ce magistrat n'est-il pas dangereux? En risquant de provoquer la barbarie, comme le souligne le préambule à la Déclaration des droits de l'homme, à propos de l'importance du respect des droits inaliénables. Comment un être équilibré peut-il s'être engagé à servir l'intérêt général et, dans les faits, sert inconditionnellement des intérêts privés, les plus futiles parfois? Et n'est-ce pas le comble de l'abjection, pour un magistrat de permettre la violation des droits d'une personne vulnérable sous curatelle renforcée?
Pour servir la cupidité d'un promoteur qui porte la réputation d'être capable de soutenir qu'il a enfanté sa mère et dont le caractère dangereux pour la société a été évoqué au cours du dossier, d'un notaire à propos duquel j'écrirai au regard de ses exactions, compétition de pillage à Oléron, biens privés, finances publiques, deux compétiteurs, Nizam Daniel et Philippe Ollenbrunner, d'un pharmacien enfin qui pour construire un bâtiment viole plus de 7 des codes qui régissent la paix sociale, dont celui de la santé publique. Comment la juge d'instruction Sonia Bélier ou la procureure Isabelle Pagenel, en écrivant « S'agissant de l'usage d'un faux par Philippe Ollenbrunner, aucun élément ne permet de démontrer que le document utilisé était un faux ». N'écrivent-elles pas en substance qu'elles ont parfaitement conscience qu'il s'agissait d'un faux? Et pourtant écrivent le contraire. Dès lors, en l'absence de charges suffisantes, un non-lieu sera requis concernant les délits de faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique. Usage de faux en écriture publique et usage de faux. Alors que nous l'avons vu, Philippe Ollenbrunner, le voleur lui-même, par le compromis qu'il signait le même jour, prouvait qu'il savait que l'acte qu'il signait quelques minutes plus tôt chez le notaire était un faux. Ce magistrat n'est-il pas dangereux pour les autres magistrats aussi ? Comment un être équilibré peut-il discréditer ses confrères les magistrats et par là même l'institution judiciaire? Pour de si petits gains, irresponsabilité. Lettre d'excuse à Madame Isabelle Pagenel, procureure de la République. Madame, je vous prie de bien vouloir m'excuser de vous avoir envoyé ces trop nombreux courriers, ce que vous déplorez dans votre réquisitoire. Je ne voulais pas me substituer à la justice, mais connaissez les difficultés que rencontre l'institution judiciaire. Je pensais vous aider dans votre mission d'établir la vérité, permettre le respect des lois et agir dans l'intérêt de la société et de la paix sociale. C'est ainsi que je vous ai fourni à chaque courrier, au fur et à mesure de mes recherches, le mobile, les circonstances, les moyens utilisés, les noms, adresses et téléphones des acteurs de ce crime, avec circonstances aggravantes et récemment la complicité de gendarmes. Il n'y avait qu'à vérifier. Quelques heures au maximum. Je ne pouvais penser, eu égard à votre fonction et mission, que j'allais à l'encontre de votre objectif intime, d'assurer l'impunité aux criminels. Je comprends aujourd'hui votre agacement. Sachez également que certaines réexpéditions font suite aux pièces perdues, égarées, maintes fois constatées, y compris par la juge d'instruction précédente. Je mesure aujourd'hui combien les preuves que je ne cessais de vous apporter ont dû rendre votre objectif, en solidarité avec quelques magistrats, plus difficile encore à atteindre. Veuillez agréer, Madame la procureure, l'expression de mes salutations que j'aurais souhaitées respectueuses. Bernard Tirard. Les principaux acteurs de l'impunité de cette grande comédie. La procureure de la République, Isabelle Pagenel. La juge d'instruction, Sonia Bélier. Le président de la Chambre de l'instruction, Pierre-Louis Jacob. Le président de la Cour d'appel, Michel Bussière. Celui de la Cour de cassation, M. Terrier. Le juge Patrick Broussou. Ne mérite-t-il pas des palmes, une médaille, un titre honorifique pour l'exploit d'avoir assuré l'impunité et d'avoir permis aux délinquants et criminels d'avoir pu garder, selon le droit, les biens et droits volés? Résultat obtenu dans l'adversité et malgré les preuves de culpabilité qui pleuvaient. Avoir réussi à légitimer le viol des droits d'une personne vulnérable en disant le droit selon le code de l'entre-soi au mépris des lois établies par la démocratie. Mais aussi avoir violé ou permis le viol des droits de l'homme dans le pays des droits de l'homme? Bravo, vos enfants seront fiers de vous. Vous aurez bien entendu la reconnaissance de Philippe Ollenbrunner et Daniel Nizam d'être encore en liberté et de pouvoir poursuivre leurs exactions. Seule la paix sociale risque de vous rendre responsable de la violence générée par l'injustice. En sortant, n'oubliez pas d'éteindre la lumière, puisque vous avez déclaré l'état de non-droit. Mais cette fin n'est que la fin d'un des volets des dysfonctionnements qui rongent le pilier de la démocratie. En effet, il faudra compléter l'analyse par la participation d'auxiliaires de justice, de représentants de l'État, à commencer par le maire. De la hiérarchie, qu'il s'agisse de notaires, géomètres experts, magistrats, et enfin le rôle ou le silence des médias. Deuxième pilier de la démocratie à être mis à mal, ceci étant bien entendu un euphémisme.